Présenter maintenant la conférencière de ce soir. Il s'agit de Madame Nilufer Göhle, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est née en 1953 et elle a fait des études de sociologie et d'anthropologie. Et elle a été membre du Wissenschaftskolleg de Berlin, qui est une institution tout à fait prestigieuse. Elle est également, depuis 2000, membre du conseil scientifique de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, qui est un organisme auprès de l'École des hautes études en sciences sociales. Ses travaux sont consacrés à l'étude de nouvelles configurations entre modernité et islam, en particulier à l'émergence de nouvelles figures musulmanes dans l'espace public, dans une perspective comparative où elle traite de la Turquie, de l'Iran, de l'Europe, des États-Unis. Je signale comme publication facilement accessible en français, Musulmane au féminin pluriel et moderne, voient les civilisations en Turquie à la découverte en 1993 avec une réédition en mai 2003. En anglais, Islam in Public, Turkey and Iran in Europe, avec Ludwig Amann. Istanbul, Université Bilgi, Presse, 2006, avec une première édition qui était donnée en allemand. Et puis Interpénétration, l'Islam et l'Europe, Paris, Galahad édition, 2005. Donc je lui donne la parole pour parler de sexualité et modernité, pendant le temps qui est habituellement convenu. Et puis ensuite, Madame Göhle répondra à vos questions. Voilà, merci. Je remercie à Yves Michaud de nous donner cette possibilité de recul et de pouvoir réfléchir d'une manière plus dépassionnée, je dirais, sur la candidature de la Turquie à l'Union européenne dans le cadre de l'Université de tous les savoirs. Je vais dire un mot sur le contexte et l'atmosphère dans laquelle aujourd'hui nous réfléchissons sur ce sujet, car l'Union européenne a décidé, comme vous le savez, d'ouvrir les négociations avec la Turquie en vue d'une éventuelle adhésion le 3 octobre 2005. C'était après une longue période de débat très passionnel au quotidien, qui a été d'abord entamé en France, même si la France n'était pas le pays où il y avait plus d'immigration turque, mais l'Allemagne, mais le débat sur la candidature turque a été d'abord entamé en France, à partir de 2002, quand le Conseil européen de Copenhague s'était prononcé sur la candidature turque. Donc pendant ces 2-3 ans, on a eu vraiment un long débat très passionnel sur je dirais, la légitimité même de la candidature turque qui a été questionnée pendant ce débat. Pas seulement en France, mais à l'échelle européenne. Alors, les négociations sont effectivement aujourd'hui ouvertes, mais les Turcs semblent avoir vu un panneau où c'est écrit « Entrée interdite ». C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire que les négociations sont ouvertes, mais le cœur et l'intellect des Français, dans leur ensemble, sont fermés, comme aussi l'opinion publique européenne, dans son ensemble, se trouvait très sceptique par rapport à l'adhésion de la Turquie. Donc, du côté turc aussi, on peut faire un constat d'un certain désenchantement, parler même je dirais, de l'affaiblissement de leur désir, sinon la perte du désir d'Europe. Vous allez vous rappeler combien ce terme était important pendant le débat. On m'interrogeait avec beaucoup de soupçons en disant « Mais d'où vient ce désir d'Europe en Turquie ?» tout en oubliant qu'il y avait des siècles d'occidentalisation en Turquie qui a été déjà commencé sous l'Empire ottoman, en plus tout en s'inspirant des positivistes français, en même temps donc les idées laïques et nationalistes en Europe. Donc il y avait ce soupçon, je dirais, de la candidature turque, d'où vient ce désir, avec aussi l'idée que comme si les Turcs entrent dans l'Union européenne, ça signifierait la dissolution de l'Europe, la dissolution des frontières de l'Europe. On ne saura plus où s'arrêtera l'Europe.
Ça va être la fin donc de l'unité, et même parfois la Turquie a été vue comme le cheval de Troie qui va amener l'islam au sein de l'Europe. Effectivement, ces idées, à mon avis, ont fait leur chemin aujourd'hui, non seulement dans la rhétorique politique, mais aussi dans l'imaginaire collectif à l'échelle européenne. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, nous nous trouvons dans une période d'ouverture, de négociation, mais de fermeture des esprits, peut-être pour certains en tout cas. D'une manière cynique, on peut penser qu'une fois que la Turquie est ainsi éloignée des portes de l'Europe, cela ne dérange personne de continuer à parler de la Turquie, comme nous faisons aujourd'hui, de recevoir des artistes, des intellectuels, de faire du culturel, de faire des expositions de l'art, comme au Grand Palais de Byzance à Istanbul, et de fêter la saison de la Turquie, avec les couleurs de drapeau turc sur la tour d'Eiffel en plus. D'une manière plus posée et optimiste, on peut aussi penser qu'une fois que la période passionnelle et controversée est derrière nous, on peut aujourd'hui donc encourager, comme on fait aujourd'hui ici, le partage des différences culturelles, des échanges d'idées, et tout en ayant la confiance, tout en ayant la conviction que ceci ne peut se faire que dans la longue durée, et que je vais ajouter aussi dans une situation comme celle-ci, un peu alternative, du recul par rapport à un débat trop médiatisé et trop passionnel. C'est pour cela que j'ai remercié tout au début pour avoir ce recul et d'être ensemble pour pouvoir réfléchir. Donc je vais opter pour la deuxième position, c'est-à-dire plus une attitude qui cherche à comprendre au fond qu'est-ce qui était si passionnel, qu'est-ce qui a dérangé tellement dans la candidature turque pour que le débat devienne si sociétal, pas seulement en France mais à l'échelle européenne, et qui a fini par mettre une distance entre l'Europe et la Turquie, qui a fini par altériser la Turquie comme si elle était vraiment l'autre de l'Europe, pour que l'Europe puisse se définir dans son unité identitaire. Donc je vais chercher un peu à mettre en proximité la France et la Turquie sur certains plans, tisser des liens de proximité en ce qui concerne la question, par exemple, de la laïcité, la question des femmes, de l'espace public, et comparer un peu ce qui semble être incomparable, un pays à majorité, disons, chrétien et séculier depuis très longtemps, démocratique, avec un passé colonial par rapport à la question de l'islam, et la Turquie de l'autre côté, un pays donc beaucoup plus neuf dans son adhésion à l'État-nation depuis 1923, mais également avec un passé multiethnique et multireligieux de l'Empire ottoman, mais aussi qui est le seul, à part le Mexique, à utiliser même la notion de la laïcité tout en l'adoptant d'une manière un peu à la turque. L'accent est différent, c'est pas laïcité mais laïclique. Donc il y a des points communs comme des points tout à fait divergents. Mais déjà, en mettant en proximité les deux expériences, en faisant un va-et-vient entre les deux expériences, et un peu un regard croisé, j'espère un peu, disons, ouvrir de nouveau notre perspective, pas sur ces deux pays seulement, mais sur l'Europe. Si on peut penser à la fin de tous ces questionnements, ouvrir notre manière de penser à l'Europe différemment. C'est un peu mon but. Donc je vais interroger un peu l'Europe à la lumière de sa rencontre avec la Turquie, avec les candidatures de la Turquie, autant aussi ramener quelques éléments de l'expérience turque, de la Turquie dans son expérience, je dirais, tumultueuse entre son expérience de la modernité et son souci aussi de l'identité. Donc un premier constat. Qu'est-ce qui m'amène à faire ce va-et-vient, de dire qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de la Turquie sans parler de l'Europe, mais aussi on ne peut plus parler de l'avenir de l'Europe sans intégrer aussi son rapport à la Turquie dans le sens d'exclusion ou d'inclusion.
Pourquoi? Parce que, premier constat qui s'impose, on a vu que la candidature de la Turquie a déclenché un débat sur l'identité et les frontières de l'Europe. C'est ça qui était intéressant comme glissement. On parlait autrefois du dossier de la Turquie, le dossier des devoirs à faire, comme les droits de l'homme, la question kurde, la mémoire arménienne, la question du Chypre et le reste. Mais au fil de ces débats, on a vu un glissement du terrain, c'est-à-dire qu'on ne s'interrogeait pas uniquement sur le dossier turc, mais on a commencé à s'interroger sur l'identité européenne. Donc la Turquie a servi de catalyseur, je dirais, pour engager une réflexion générale sur les valeurs culturelles de l'Europe. Parce que la question européenne, qui a été débattue jusqu'alors, plus en termes politiques ou économiques, comme l'unité du marché, la monnaie, ou les questions politiques, comme les droits de l'homme, mais aussi, par exemple, l'abolition de la peine de mort, qui est quand même un trait de la culture politique européenne qui se différencie sur ceci de la culture politique américaine. Par exemple, la Turquie, qui avait réalisé pendant la période des réformes à abolir la peine de mort, n'a pas été reconnue dans cette perspective comme un pas vers une politique européenne, mais a été un peu soupçonnée. Je me souviens d'avoir fait une réforme cosmétique. Le mot était cosmétique, c'est-à-dire superficielle et pour plaire aux Européens, mais pas une véritable avancée politique. Donc, c'est pour dire que le vrai débat, même s'il y a toujours le dossier politique, économique qui est très important, mais on a vu avec la rencontre avec la candidature turque, l'Europe a commencé à débattre ce qu'on appelle les valeurs identitaires, culturelles de l'Europe. Donc, c'est pour dire, quand il s'agit de l'identité, ce n'est plus donc le domaine simplement des hommes politiques ou, comme on disait, des eurocrates à Bruxelles, mais ça devient une affaire de citoyens. Tout le monde commence à débattre sur la question de l'identité. Donc, dans ce sens-là, je pense que la Turquie a servi un peu comme un catalyseur pour que les sociétés, les citoyens en France, mais aussi dans l'ensemble des pays européens, commencent à réfléchir sur quelle Europe, quelle identité, quelle frontière. Donc, quand on parle d'une identité, bien évidemment, on cherche aussi à définir l'autre. Parce que d'ailleurs, certains hommes politiques disaient on a besoin de l'autre pour se définir. Donc, comme si la Turquie servait aussi parfois d'un lieu de différence pour que l'Europe retrouve une identité, une unité, peut-être dans les valeurs culturelles. Alors, la quête, deuxième constat, cette quête d'une affirmation de l'identité européenne a été accompagnée d'une mise en scène, aussi d'une mise en débat public de la question sexuelle. Je pense que c'est ça qui est passé d'une manière un peu en sourdine, sans qu'on prenne tellement conscience. C'est ça qui a rendu le débat si passionnel, et ça que j'aimerais bien un peu mettre en exergue aujourd'hui pour comprendre pourquoi il y a eu, qu'est-ce qui se passe, qui aussi nous informe pas simplement sur la Turquie, mais sur la France et l'Europe en général. Vous allez me dire que le lien entre la démocratie et la sexualité, qui a défini une certaine modernité européenne, ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, l'extension, comment on peut comprendre cette relation de la modernité et la sexualité en Europe, je dirais, c'est au fond l'extension du domaine démocratique et son corollaire, c'est-à-dire du principe de l'égalité et de la liberté au domaine des rapports de sexe et de genre. Ce qu'un sociologue comme un collègue, Éric Fassin, appelle la démocratie sexuelle. Donc, c'est ce qui caractérise aujourd'hui les démocraties européennes, qui travaillent les sociétés européennes. Je vous rappelle, c'est depuis la contre-culture des années 60. Déjà, le mouvement féministe et le mouvement homosexuel interrogent les normes d'hétérosexualité d'un côté et du genre de l'autre. Ce travail critique est déjà fait depuis les années 60 et effectivement aussi change pas simplement les mœurs, mais également la législation. Mais c'est aussi un débat de société qui continue, c'est un processus.
C'est Serge Moscovici, qui est un professeur de psychologie sociale, qui a étudié ces mouvements comme des minorités actives. Vous allez voir où je voulais en revenir pour notre interrogation. Il avait dit, effectivement, ce travail est qui peut influencer la majorité, mais au fond, c'est un travail d'une minorité active. Qu'est-ce que ça signifie? La minorité active, selon lui, ne se trouve pas dans le cadre posé par la majorité. Donc, il ne faut pas les assimiler avec le déviant, car le déviant se définit par rapport au cadre posé par la majorité. Tandis que la minorité active, selon Serge Moscovici, possède ses propres positions, son cadre, ses visées, qu'elle propose comme une solution de rechange dans un processus démocratique d'expérimentation. Il peut y avoir aussi la possibilité d'influence sur la population, sur la culture, disons, majoritaire. Je pense que c'est ce qui s'est passé depuis les années 60, et on peut appréhender la modernité démocratique comme un travail de ces minorités actives des années post-60, comme le mouvement féministe, comme le mouvement homosexuel, et il faut aussi ajouter, même si ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, le mouvement écologiste, qui ont amené un nouveau répertoire dans le domaine de la vie politique. Ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le domaine politique qui n'était pas ouvert à ces sujets, comme le sexe, le genre, par rapport à la question de la femme, les normes de l'hétérosexualité et l'homosexualité, et la nature, l'environnement en ce qui concerne le mouvement homosexuel. Alors, quand on parle de l'extension du domaine de la démocratie, de l'égalité, du principe de l'égalité et de la liberté au domaine de la sexualité, il faut savoir que chaque fois, il y a une invention d'un vocabulaire. On a besoin d'un vocabulaire pour comprendre, pour dénicher les inégalités. Donc, ce travail, disons, des minorités actives, cette démocratie sexuée, est accompagné par une nouvelle sémantique qui a, par exemple, pour dénommer, pour dire les inégalités de genre et les dépasser. Comme, vous pouvez ajouter à la liste, mais parité, qui est entrée dans notre vocabulaire, harcèlement sexuel, homophobie, mariage de même sexe, homoparenté, discrimination positive. Donc parfois juste pour nommer le problème, mais ensuite parfois aussi savoir comment on peut dépasser les inégalités. Aujourd'hui, les publics européens considèrent comme acquise l'égalité des sexes et la liberté sexuelle font partie de leurs mœurs et de la vie commune contemporaine, on pense. Ils se trouvent, par contre, confrontés aujourd'hui à un autre répertoire politique de la différence culturelle, celui que j'appellerais un peu d'une manière raccourcie de l'islam, même si ce n'est pas que de l'islam. Mais il y a un autre répertoire aujourd'hui politique qui se confronte. Et un autre champ sémantique, déjà, qui est entré dans notre vocabulaire, émerge aujourd'hui dans les débats publics européens. Par exemple, le foulard islamique. On a commencé le débat en France avec le foulard. Aujourd'hui, il y a aussi le glissement sémantique ou innovation, une pluralité du vocabulaire pour nommer les formes de se couvrir aujourd'hui. Donc, comme du foulard, on est arrivé au voile islamique, au hijab, au niqab, et même aujourd'hui, la fameuse controverse sur la burqa. Alors, ce vocabulaire était complètement, par contre, étranger au débat public en français. C'est un apprentissage d'un vocabulaire. Quand il y a des problèmes aussi de nommer, de comprendre les nouveaux phénomènes, on cherche. Et parfois, on pense que si on trouve le mot, l'origine arabe ou ethnique du problème, comme le burqa qui est lié avec, on pense, les talibans, donc on pense qu'on est plus près de la réalité. Mais souvent, ce n'est pas le cas, parce qu'il faut inventer parfois un nouveau vocabulaire
C'est Jacques Derrida qui disait il faut que le chercheur commence à réfléchir quand il y a un décalage entre ce qu'on voit dans la réalité et les mots qu'on n'arrive pas à complètement nommer. C'est-à-dire qu'on est en panne aussi, dans un certain sens, d'une manière sémantique, pour comprendre vraiment ce qui se met en place. Mais en tout cas, donc, ce nouveau sémantique qui a accompagné la question du voile ou le foulard, mais aussi d'autres répertoires que je peux appeler sexués, comme crime d'honneur, mariage forcé, valeur de virginité, homophobie. Certains d'ailleurs de ces phénomènes, on pensait à les avoir oubliés. Quand on lit la modernisation entamée en Turquie au cours du XIXe siècle, tous ces sujets étaient déjà traités. Par exemple, l'amour libre, ça faisait partie déjà d'une avancée, d'un pas vers la modernisation, vers la liberté, déjà dans les romans du XIXe siècle. Donc l'amour libre, ça veut dire contre le mariage arrangé, contre le mariage forcé. Les traditions nées avec l'islam, mais les deux à la fois. Les musulmans, les islamistes vont dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame, par exemple, entre les crimes d'honneur et le voile, ce qui est tout à fait juste. Il y a beaucoup d'associations religieuses ou islamiques qui dénoncent et qui luttent contre les crimes d'honneur, qui les considèrent comme un résidu du monde rural et paysan, mais en même temps, on sait que ces résidus ne sont pas que des résidus. Aujourd'hui, ils sont parfois revitalisés dans des contextes urbains. Donc, ça devient des phénomènes aussi de société qu'il faut traiter et que, effectivement, ça amène sur notre répertoire public, les débats publics et politiques, un autre agenda, je dirais, qui est quand même très lié avec la sexualité et la question du genre. Alors, ceci déjà, cette petite note que j'ai développée, cela déjà nous amène à une note peut-être pour dire que les nouvelles formes de l'islamité aujourd'hui, c'est effectivement à la fois une certaine distanciation des traditions, on peut dire, et certains penseurs comme Olivier Roy va dire que aujourd'hui l'islam n'est pas lié avec une culture, la religion se coupe d'une certaine culture, ou alors aussi on voit à l'inverse radicalisation de certaines traditions qui ont pensé complètement derrière nous, même parfois le mariage par exemple religieux, qui revient à la mode, enfin entre guillemets, qui devient des pratiques parfois volontaires adoptées des musulmanes en Europe. Voilà. Si je mets ces deux répertoires qui sont aujourd'hui en confrontation, c'était pour vous dire justement que le rapport de l'islam et l'Europe a changé dans le sens où on pensait que la question de l'islam appartenait à quelque chose de l'ordre du passé, un peu fantomique du Moyen-Âge. Et donc on pense en Europe que c'est toujours, il y a un décalage un peu en ce qui concerne le temps. Il y a un décalage dans le temps et dans l'espace, comme si on ne partage pas le même espace. Et en même temps, de toute façon, les musulmans, ou bien ils vont être émancipés comme les Européens, donc il faut du temps, moderniser. Donc il y a toujours ce confort dans la tête des Européens, de nous, le confort en termes de la distance et du temps. C'est-à-dire, alors, tandis que quand je mets ces deux répertoires un peu dans le débat public et les deux répertoires qui tournent autour de la sexualité et du genre, j'espère vous faire penser qu'au fond, ils sont contemporains l'un avec l'autre. Ça, enfin, la première chose, c'est contemporain, et en plus, ils partagent le même espace, c'est-à-dire l'espace public européen. Contemporain, c'est-à-dire ces problèmes, ces questions, ces questionnements ou ces nouvelles pratiques du voilement ou d'autres, aujourd'hui émergent dans le temps présent et qui aussi peut-être défient le répertoire de cette différence sexuelle ou le régime de la sexualité ou la démocratie sexuelle en Europe. Donc,
ce que je veux dire, on voit aujourd'hui se dessiner des lignes de fracture et d'opposition entre les protagonistes des mouvements de contre-culture et ceux qui se réclament de l'islam. C'est-à-dire, pour le dire un peu différemment, on aurait pensé que par rapport à il y a une division en termes de droite et de gauche, par exemple, qui est une division très ancrée dans la politique française. Mais à la fois la candidature turque et, par exemple, le débat sur le foulard nous a montré qu'au-delà des différences politiques de gauche et de droite, on a vu une recomposition politique contre la question contre la candidature de la Turquie, qui a apparu comme une différence culturelle et religieuse, dite civilisationnelle, et on a vu souvent des féministes, par exemple, qui se sont également des féministes, des laïcs, des républicanistes, qui ont aussi questionné la candidature turque. J'imagine, et je pense, et je le sais, pardon, que beaucoup de Turcs ont été très surpris de voir que des féministes françaises n'étaient pas convaincues du tout de la candidature turque en pensant qu'il n'y avait pas assez de la laïcité, du républicanisme, de l'égalité des sexes en Turquie. C'était très blessant pour les Turcs parce qu'elles pensaient au moins dans notre récit commun que les Turcs pouvaient se vanter au moins d'une chose, pour certains, de la laïcité, du républicanisme et de l'égalité des sexes. Je dirais même que dans le cas de la Turquie, l'articulation entre un certain républicanisme et le féminisme était en jeu dès le début de la République. Pour le dire autrement, le kémalisme avait un versant féministe. Je l'ai écrit comme ça, le kémalisme féministe, dès le départ. Donc, c'était aussi un malentendu, sinon donc autre chose, qu'il y avait cette conviction un peu dans le cercle féministe français qu'il n'y avait pas, il y avait le problème des droits des femmes et que vous avez entendu très souvent les femmes turques dire que quand même on a obtenu le droit de vote avant les femmes françaises 10 ans avant, et puis les écoles turques sont des écoles mixtes, donc la mixité, et puis aussi les femmes qui participaient à la vie publique dès les premières années de la République avec des nouvelles fonctions, mais aussi la vie publique, c'est-à-dire aller dans des restaurants, dans la vie urbaine, cette mixité, c'était un sujet tout à fait, disons, important pour dire, voilà, la laïcité, l'égalité des sexes et la République vont ensemble. Donc, je pense que pourquoi, donc, malgré cette proximité, parce que je pense que toutes ces notions font résonance dans un public français. Le républicanisme, la laïcité et l'égalité de sexe, c'est quelque chose qui est très maintenant français, qui est devenu d'ailleurs encore plus articulé, comme je vais développer un petit peu plus, avec la rencontre par rapport à ce répertoire islamique. Donc pourquoi, malgré cette proximité, cette distanciation de la Turquie, justement la Turquie est la pierre maîtresse de cette rencontre, justement, comme on disait, à la fois comme pays d'immigration en Europe, même si c'est pas en France, mais plutôt en Allemagne, mais d'autres pays, et comme pays candidat à l'Union européenne. Et elle fait résonance, la Turquie aussi vit en son sein, à la fois résonance, donc elle fait résonance d'un côté avec l'immigration musulmane en Europe et les questions qui sont liées à l'affirmation de l'identité islamique. De l'autre, elle fait résonance, comme je viens d'indiquer, avec la laïcité française, le féminisme républicain et même, je dirais, la démocratie sexuelle en Europe. C'est pas du tout un sujet étranger à la Turquie. Dernièrement, d'ailleurs, dans la police, est-ce qu'il peut y avoir des polices homosexuelles ou pas? D'ailleurs, la notion gay même a été utilisée par les officiers de la police, est en cours comme controverse. Ça ne veut pas dire que c'est accepté, mais la question même de l'homosexualité dans la fonction publique commence à être débattue. Donc la Turquie vit en son sein des dynamiques similaires à celles de la France et de l'Europe. Elle témoigne l'apparition de l'islam
comme un nouveau cadre identitaire et imaginaire dans la vie publique, politique et intellectuelle. En même temps, elle souligne son attachement aux valeurs laïques. Donc, une question qu'on se pose en Turquie, en France, en Europe, c'est un peu commun. Comment s'accommoder la laïcité et l'islam sans l'autoritarisme de l'un ou sans le communautarisme de l'autre. Donc, comment les principes de la laïcité qui permettraient la pluralité, disons, des religions, c'est important, la pluralité des points de vue, athées ou religieux, d'un côté, et de l'autre, comment l'islam qui apparaît aujourd'hui dans la vie publique et politique sans compromettre les libertés individuelles. Je pense que, comme encore un point commun, c'était le voile islamique ou le foulard islamique dans les deux pays comme emblème un peu de cette rencontre confrontationnelle entre la laïcité et l'islam. Alors, comme vous le savez, dans le cas de la Turquie, c'est l'interdiction dans les universités, et dans le cas de la Turquie, et dans le cas de la France, c'est l'interdiction dans les écoles publiques. Mais dans les deux cas, quand même, on peut dire, pour aller vite maintenant, aujourd'hui, au fond, c'est un défi, le voile islamique, à une mise en question, une interrogation, je dirais, des normes esthétiques et éthiques d'un modèle de femme qui serait défini comme libre et émancipé. Je dirais donc il y a un modèle de la femme aujourd'hui qu'on a l'habitude, depuis le féminisme, c'est, je dirais, il y a un régime de sexualité et de féminité. On pense que pour être libre, il faut une certaine apparition, un certain paraître et un certain régime de sexualité qui fait que si le débat était si passionnel, je pense que justement les femmes musulmanes, les jeunes femmes musulmanes qui portent le foulard aujourd'hui mettent en scène une autre forme de féminité, sexualité et religiosité qui met en question peut-être les normes féministes. Alors, pour avancer dans notre interrogation, si on continue à voir dans ces pratiques de ces filles, surtout dans un contexte pluraliste comme la France et la Turquie, pluraliste dans le sens où c'est pas imposé, pas dans tous les cas en tout cas, mais choisi, adopté et adapté, est-ce qu'on peut dire que cette manière d'être à la fois pieuse, religieuse, et en même temps qui revendique sa participation à la vie publique, ne met pas en avant une autre notion du sujet féminin, pieux et public à la fois, comme je le dis, qui signifie en même temps une nouvelle expérimentation, une nouvelle expérience sociale inédite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une distanciation nécessaire, en tout cas une tension à la fois par rapport à l'orthodoxie religieuse, par rapport au dogme, d'un côté, mais aussi par rapport au féminisme assimilateur et séculier. Elle se trouve, je dirais, dans une double contrainte. On peut penser, pour revenir à la notion de minorité active, elles sont aussi des minorités actives par rapport à l'islam de majorité, mais aussi par rapport aux normes prévalentes dans les sociétés comme la Turquie ou la France. Elles se trouvent dans une double contrainte, comme je vous ai dit, vis-à-vis des préceptes islamiques, qui ne permet pas cette expérimentation, qui l'interdit même l'expérimentation, et qui renvoie à l'idée de la ségrégation des sexes, qui donc condamne la mixité des sexes dans la vie publique, déjà. Donc, pas en conformité avec l'orthodoxie religieuse, mais aussi cette double contrainte vis-à-vis des féministes, assimilationnistes, je dirais, qui leur nient toute capacité d'action
parce qu'on pense que c'est pas elles qui choisissent, mais elles sont imposées par leurs frères, leurs maris, leurs cadets, sinon la communauté. Donc toute capacité d'action, mais aussi d'interrogation et d'innovation. Je peux penser, je peux suggérer, au fond, qu'elles vivent aujourd'hui, elles cherchent à vivre, effectivement, dans un espace d'expérimentation entre les dogmes de l'orthodoxie et les normes du féminisme. Elles se distancient des deux, mais elles se nourrissent aussi des deux. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'une fille voilée qui va à l'université, à l'école, critique l'orthodoxie religieuse. Il y a effectivement cette tension, il y a à la fois cette volonté de se sourcer pour définir un nouveau cadre comme une minorité active qui ne veut pas accepter le cadre donné, imposé par la société majoritaire, et dans ce sens-là qu'il y a une minorité active, il y a une tension, ça lui donne un cadre de référence pour se constituer, mais en même temps il y a une tension parce que chaque fois qu'elle va vers la vie publique, elle est en tension, en contradiction avec les normes religieuses traditionnelles et islamiques à la fois. Mais de l'autre côté, elle n'est pas tellement, par rapport au féminisme auquel elle fait référence, elle n'est pas non plus tellement, je dirais, tendue la main pour dire, voilà, il y a une expérience qui peut aller dans le sens commun du féminisme, mais au contraire. Alors, ce qui s'est passé dans les deux pays, la France et la Turquie, on a vu la recomposition, je dirais, du féminisme des années 70 autour des valeurs de la laïcité et de l'autorité républicaine. Je ne dis pas que tout le féminisme peut se résumer à ça, parce qu'on sait, pour ceux ou celles qui connaissent bien le paysage féministe en France, le mouvement, par exemple, de Christine Delphi, l'école pour tous, l'égalité pour tous à l'école, ne fait pas partie de ce mouvement. Et en Turquie aussi, il y a, contre l'interdiction de porter le foulard dans les universités, il y a des féministes comme le Cercle des femmes féministes, à la fois laïques et musulmans, qui cherchent des plateformes de pensée qui va au-delà de cette opposition. Mais dans l'ensemble, ce qui s'est passé, je dirais, il y a eu une articulation des valeurs en France au cours de ces débats entre l'égalité de sexe, la laïcité, et les principes républicains. Je pense que ça, c'était tout à fait, c'est très proche ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé en Turquie. Par exemple, pendant l'élection de la première femme avec le foulard au Parlement, qui a été élue d'un parti islamique, 1999, Merve Kavakçı, qui est connue comme l'affaire de Merve Kavakçı avec son prénom et son nom. Elle a fait son entrée, justement, parce qu'elle a été élue, elle avait fait sa campagne avec son petit foulard, mais une fois qu'elle avait franchi les portes d'entrée au Parlement, elle a été rejetée, effectivement, avec l'appui aussi, la demande du féminisme républicain et au nom de la laïcité du Parlement. Donc, il y a des thèmes tout à fait similaires en France et en Turquie. Maintenant, quelques remarques encore critiques, d'interrogation. Premièrement, d'une manière un peu paradoxale, dans les deux pays, au nom de l'égalité des sexes, on peut penser que c'est une politique de discrimination de sexe. Pourquoi? Et de l'exclusion des femmes des sphères de la vie que le féminisme cherchait à, au contraire, être présent, comme l'éducation, la vie politique, la vie publique. Aujourd'hui, c'est un peu paradoxal. Dans le cas, par exemple, de la Turquie, on a exclu une femme députée avec le foulard, mais l'année d'avant, le Parlement, aujourd'hui, était rempli des députés majoritairement, disons, d'origine ou de croyances musulmanes et islamiques. Donc l'apparence compte aujourd'hui plus que les idées. C'est pareil pour les écoles. On fait entrer les garçons, mais on exclut les filles. Déjà,
cette visibilité, quand je parle de la visibilité islamique, ça qui dérange plus que les idées et même, je dirais, la croyance. Alors, deuxième remarque, le féminisme, donc, qui est quand même à la base de cette démocratie aujourd'hui qu'on peut appeler de la sexualité, avait la force de parler au nom de toutes les femmes, indépendamment de leurs origines, de classe sociale, de leur éducation, de leur niveau d'éducation ou de la religion. Aujourd'hui, on voit une séparation et une opposition entre les femmes voilées et les femmes, disons, émancipées, les femmes musulmanes et le reste. Et je pense que cette rencontre même a ravifié le discours féministe aujourd'hui en Europe et ce côté républicain, en même temps en Turquie. Troisièmement, encore peut-être plus critique sur le plan philosophique, on peut se demander si cette démocratie, cette modernité sexuelle et son corollaire, le principe de l'égalité, se pervertit au nom d'un universel devenu hégémonique au point d'imposer un mode de croire, de faire et de paraître qui annihilerait toute liberté pour la singularité de l'expérience et de l'expérimentation. Alors, la place de la législation dans tout ça, dernier point critique ou d'interrogation. Est-ce que la législation dans les démocraties, c'est un outil de transformation sociale ou, au contraire, un obstacle à l'expérimentation, au changement social? Je dirais, à titre très personnel, à partir de mes expériences personnelles, subjectives, comme j'ai été élevée dans une Turquie sans la loi, sans l'ombre, je dirais, à la différence peut-être de mes amis tunisiens qui sont aussi le plus proches parmi les pays musulmans de l'adoption donc de la loi, du code civil contre la loi religieuse. Mais je dirais, il n'y avait même pas eu l'ombre de la charia dans notre manière d'être élevé. Donc, je pense que l'abolition de la charia et l'adoption du code civil, d'ailleurs entièrement de Suisse, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme le plus progressiste, pour moi, c'était une liberté acquise. On a été élevé donc dans cette atmosphère de liberté et d'égalité de sexe. Donc, la loi peut être effectivement un outil de transformation sociale. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a permis à l'expérimentation. Elle a permis aux femmes d'entrer dans le jeu de la vie publique, de la vie éducative, de la vie politique. Ce n'était pas un obstacle, ça a permis. Alors, est-ce que la loi qui interdit le port du voile dans les universités, c'est un outil de transformation ou un obstacle? Je me dirais, ça limite l'accès des filles à l'éducation supérieure. Donc, ça peut être un frein pour aller dans le sens de la participation publique, éducative et politique. L'espace public, qu'est-ce qu'on entend par l'espace public? Est-il un lieu, un espace qui permet, encore le mot de l'expérimentation, la rencontre de la pluralité des perspectives culturelles et religieuses, ou alors, au contraire, c'est là où il y a une homogénéité? Parce que quand on pense que l'espace public doit être neutre, au fond, je pensais que la neutralité aurait permis la pluralité. Mais parfois, si au nom d'une neutralité laïque, on dit voilà les normes et on exclut les autres, dans ce cas-là, l'espace public est plus lié avec l'autorité étatique et moins une perméabilité, disons, sociale. Ça ne permet pas les problèmes sociaux émerger dans la vie publique. Donc, ça freine la pluralité également. Si l'espace public est un lieu donc de consensus, ou au contraire, là où il peut y avoir la pluralité des perspectives culturelles et religieuses. Hannah Arendt, philosophe, parle de la sphère publique, là où les citoyens se rendent visibles les uns aux autres, dans leurs différences. Et l'espace public, pour elle,
ne peut y avoir que dans la pluralité des perspectives. D'emblée de jeu, parce qu'on a des positionnements différents, qu'il y a la pluralité des perspectives. On ne peut pas penser à l'espace public comme une unité. D'ailleurs, je dirais, c'est dans ce sens-là que les politologues ont déjà attiré l'attention au danger de l'opinion publique, comme Marcel Gauchet, qui a dit l'opinion publique, ou Pierre Zanvallon, qui dirait comme si l'opinion publique reflète une unité, comme si les différences des opinions publiques se retrouvent dans une certaine unité, comme l'humeur des Français. Les Français pensent comme ça, les Turcs pensent comme ça. Est-ce qu'ils désirent toujours l'Europe ou ils ne désirent pas? Mais ça peut être un danger aussi pour les démocraties parce que ça ne permet pas justement à la pluralité, comme si on pouvait soustraire une unité. Pour revenir à mes notions aujourd'hui de départ pour travailler un peu, on peut se poser la question autrement. La sphère publique est-elle un lieu, est-ce qu'elle est un lieu où les minorités actives peuvent faire émerger leur interrogation des normes prévalentes et poursuivre leur expérimentation, ou alors un lieu où se dressent des frontières, se dessinent des écrits, des signes, comme sur le panneau « Entrée interdite ». Je vous renvoie, entrée interdite, j'avais déjà cité au début de mon texte en disant « Les Turcs ont cru avoir vu entrée interdite malgré l'ouverture des négociations au 3 octobre 2005 ». Je termine en vous renvoyant et en lisant un extrait d'un texte d'Orhan Pamuk qui vient d'être publié en français, le titre « D'autres couleurs », et il a été lu au théâtre de l'Odéon par lui-même et Fanny Ardant dans le cadre de la saison turque la semaine dernière. Je m'excuse de remplacer la voix de Fanny Ardant. Entrée interdite. Le promeneur qui tombe par hasard sur un écriteau « Entrée interdite ». Une colère sourde montre en lui. Qui donc se tient derrière cette porte? Qui cela peut-il bien être? Et pour la première fois, il éprouve le désir d'entrer. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller trouver tous ceux qui partagent son sort? Et à son tour, de se lancer avec eux dans une analyse identitaire. Contre la morgue de ceux qui sont à l'intérieur, lui aussi, le promeneur, se doit de construire sa propre identité. Alors qu'il réfléchit à tout ce qui le constitue, peu à peu, ses particularités, ses goûts, ses biens matériels et ses relations, il commence à venir, aux yeux de passants, une source de revendication, de fierté, autant d'éléments requérant qu'on se batte pour le préserver. Orhan Pamuk n'a pas ajouté à la liste des particularités ses goûts, ses régimes de sexualité, ses normes. Mais pour revenir au début, on a vu l'affirmation identitaire de l'Europe, à mes yeux, comme celle de l'islam, conduit à une politique d'exclusion mutuelle, entre interdites. L'Europe ne peut être moderne que par la construction d'un espace public qui permettrait la pluralité des points de vue, de l'échange, de la rencontre et du questionnement des normes, y compris religieuses, laïques et sexuelles. Merci.